Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 29 septembre 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu une belle semaine. Moi, ma semaine technologique, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les mises à jour de téléphone, tablette, ordinateur, des nouveaux systèmes d'exploitation. Normalement, en informatique, il y a un principe qui dit qu'on devrait toujours être la dernière mise à jour -1. Hein? Donc, si on a Windows 10, puis on ne devrait pas aller à Windows 11, on devrait rester à 10 jusqu'à ce que 12 sorte. Mais bon, dans la vraie vie, c'est pas toujours possible, désirable. Bref, si vous voulez faire les dernières mises à jour pour avoir les dernières fonctionnalités, c'est bon quand même de faire des petites recherches, surtout sur des logiciels prioritaires que vous servez à tous les jours et qui vous mettraient dans le pétrin en cas de problème. Faites des petites recherches des fois sur Google, nouvelle version, tel logiciel, et vous allez avoir peut-être des commentaires, peut-être des gens qui vont dire « Oh, allez-y si tout va bien » ou « Bon, il y a un problème, mais il y a un correctif que vous allez trouver à tel endroit. » Bref, plus vous allez avoir d'informations avant, moins de surprises vous allez avoir. Et on commence ça tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Outlook, le support des comptes iCloud arrive. Au début de l'été, Microsoft annonce une bonne nouvelle, une version Windows d'Outlook qui va remplacer les applications calendrier et courrier. Il était temps! L'avantage est bien sûr de pouvoir gérer vos courriels et vos rendez-vous sans avoir à vous connecter sur la version web du client de messagerie. Il manquait cependant le support des comptes mail les plus courants. Heureusement, Gmail est arrivé assez vite dans l'application, mais sans perdre de temps, la firme de Redmond vient d'ajouter iCloud à la liste. Désormais, vous pouvez centraliser vos comptes Gmail, iCloud, Yahoo et IMAP sur Outlook pour Windows. Ces compatibilités en font une solution de choix pour devenir votre seule interface de gestion des messages. En centralisant les principaux clients mail, Microsoft veut visiblement généraliser l'utilisation d'Outlook sur Windows 11. Rappelons que la nouvelle mouture de l'application n'est accessible que sur la dernière version du système d'exploitation, alors dommage pour ceux qui roulent toujours Windows 10, hein, les fameux dernières versions -1. L'arrivée d'iCloud n'est pas la seule nouveauté dans le roadmap Microsoft 365. On apprend l'intégration prochainement de fonctionnalités hors ligne. Concrètement, vous allez pouvoir effectuer de nombreuses manipulations sur vos courriels, même si vous n'êtes pas connecté à Internet. Parmi elles, exemple, marquer un message, le déplacer dans un dossier, l'effacer ou en écrire un. Très pratique pour prendre de l'avance dans un train ou dans le transport, par exemple. D'autres possibilités suivront, notamment lire vos courriels, vérifier un événement sur le calendrier et consulter la fiche d'un contact, le tout sans connexion. Microsoft prévoit de déployer les premières fonctions hors ligne en octobre cette année. L'attente ne sera donc pas longue. Si vous craignez de manquer une nouveauté, n'oubliez pas qu'il existe un moyen simple de les afficher dans l'application Outlook pour Windows. Cliquez simplement sur les astuces, à savoir l'icône en forme d'ampoule juste à côté de l'engrenage pour accéder aux paramètres. Vous verrez alors une liste vous expliquant les ajouts des dernières mises à jour. Le processeur de l'iPhone 15 Pro surchauffe-t-il? Maintenant que l'iPhone 15 Pro est commercialisé, les utilisateurs ont la possibilité de donner leur avis sur ce nouveau bijou de technologie. Malheureusement, certains évoquent un problème de surchauffe sur ce modèle. On pourrait penser que ce souci est causé par le processeur de l'iPhone 15 Pro. En effet, ces deux modèles sont les premiers de l'industrie à utiliser un processeur gravé en 3 nanomètres. Pour rappel, cette nouvelle technologie dont profite la puce A17 Pro permet d'augmenter la densité de transistors et théoriquement, cela permet d'augmenter les performances ainsi que l'efficacité énergétique. Concernant l'iPhone 15 Pro, Apple a écrit Le nouveau CPU intègre des améliorations de micro-architecture et de design qui le rendent 10% plus rapide, ainsi qu'un Neural Engine jusqu'à 2 fois plus rapide, faisant tourner des fonctionnalités comme la correction automatique et voix personnelle dans iOS 17. Le GPU de qualité professionnelle est jusqu'à 20% plus rapide.
Mais si la technologie est prometteuse, serait-elle à l'origine du problème de surchauffe évoqué par certains utilisateurs? Dans un récent billet sur Medium, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, bonjour M. Chi Kuo, affirme que ce n'est pas le cas. D'après ses sources, la puce gravée en 3 nanomètres, fabriquée par TSMC, ne serait pas la cause de ce problème. Celui-ci pointe plutôt du doigt des concessions faites par Apple en matière de conception qui auraient eu un impact sur la dissipation thermique. Pour Kuo, il est possible qu'Apple ait fait des compromis sur le système de dissipation technique, tu sais, l'espèce de fonctionnalité qui dissipe la chaleur générée par le processeur, afin d'avoir un téléphone plus léger. Celui-ci évoque notamment une zone de dissipation qui serait plus petite, ainsi que l'utilisation du titane pour le cadre. L'analyste pense qu'Apple va probablement corriger ce problème par le biais d'une mise à jour logicielle pour l'iPhone 15 Pro. Cependant, il prévient que la firme devra peut-être brider son processeur s'il veut une amélioration significative. Brider voulant dire ralentir. Enfin, il explique que si Apple ne trouve pas une solution, ce problème de surchauffe pourrait négativement impacter sur les ventes. J'ai un doute. Pourtant, Apple semblait confiant en ce qui concerne la dissipation thermique sur l'iPhone 15 Pro. En effet, le cadre en titane recouvre une sous-structure en aluminium, ce qui devait favoriser cette dissipation. iPhone 15, la compagnie iFixit n'est pas convaincue. Chaque année, les équipes d'iFixit s'occupent de désosser en détail le nouvel iPhone. Ils livrent alors un verdict sur le potentiel de réparabilité du téléphone. Cette année, les iPhone 15 n'échappent pas à la règle et la vidéo de démontage des téléphones vient d'être publiée sur YouTube. Bien qu'Apple ait fait des efforts pour réduire les composants et faciliter l'ouverture du téléphone, iFixit n'est toujours pas totalement satisfait par la conception interne de l'iPhone 15. Comme ses prédécesseurs, le téléphone dispose de nombreux éléments directement vissés à l'intérieur du châssis. On est encore bien loin des batteries amovibles rêvées. Mais pour iFixit, le principal problème concerne la façon dont Apple a intégré ces éléments. En effet, l'iPhone 15 Pro Max dispose d'une toute nouvelle architecture interne. La marque à la pomme a complètement changé la manière dont elle construit son téléphone. Les éléments ne sont pas fixés au dos en verre du téléphone, mais directement à l'écran. Pour iFixit, ce choix de conception rend les réparations par soi-même plus complexes. Les utilisateurs un peu brusques pourraient avoir tendance à casser un fil liant l'écran au téléphone lors de son ouverture ou alors à abîmer l'écran en retirant une batterie. Cette nouvelle conception présente en tout cas des risques certains pour iFixit qui n'arrivent pas à justifier ce choix d'Apple. Apple s'est engagé ces derniers mois à concevoir des iPhones plus simples à réparer. Dans la conception de l'iPhone 15, elle n'a pas décidé de rendre la vie plus simple aux utilisateurs. Effectivement, il est plus simple d'ouvrir le téléphone. Le processus présente moins de risques, c'est indéniable. Mais une fois le téléphone ouvert, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Il est quasiment impossible de toucher à un composant de l'iPhone sans prendre des risques d'abîmer la structure totale de l'appareil. En plus de rendre la réparation des iPhones compliquée, il est désormais quasi impossible d'utiliser une pièce qui ne soit pas certifiée Apple dans son iPhone. Les batteries doivent ainsi être achetées auprès d'Apple directement ou de revendeurs agréés. Ce marché de pièces détachées pourrait devenir une vraie manne financière pour la firme de Cupertino dans les prochaines années, alors que près de 2 milliards d'iPhones sont en circulation dans le monde. Le câble USB-C d'un Android n'endommagera pas un iPhone 15. Tous les câbles USB-C ne se valent pas. Certains transportent plus d'énergie et de données que d'autres, alors que tout passe par le même connecteur. Mais il y a une chose qui est sûre, le câble USB-C qui sert à recharger un téléphone Android est tout aussi compétent pour recharger un iPhone 15. À moins de tomber sur un câble véreux ou tout brisé, il n'y a aucun danger à utiliser le câble d'un terminal Android ou tout autre appareil avec un des nouveaux smartphones d'Apple. Il y avait une rumeur étrange provenant d'un vendeur de produits Apple en Chine qui sème le trouble à ce sujet. Un des responsables de cette boutique basée à Foshan, qui est une province du Guangdong,
bonjour province Guangdong, aurait conseillé à ses clients de ne pas utiliser les câbles USB-C des smartphones Android pour recharger un iPhone 15 au risque de le faire chauffer plus que de raison. Il y aurait des différences entre l'agencement des broches sur chacun des côtés du connecteur. Les connecteurs USB-C n'ont pas forcément le même nombre de broches actives. Bon, il y en a 24 en tout, réparties en 2 rangées de 12 broches, en fonction des fonctions offertes par le câble. Mais ça n'a jamais empêché leur bon fonctionnement sur n'importe quel appareil. L'histoire s'est en tout cas propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux chinois, où l'avertissement de ce vendeur tiers qui voulait certainement faire peur à sa clientèle pour leur vendre des câbles Apple plus chers, a fini par être plus ou moins attribué au constructeur. L'entreprise n'a évidemment rien dit de tel, et pour cause, on peut brancher n'importe quel câble USB-C à l'iPhone 15 comme elle l'explique sur cette fiche d'assistance. Vous allez voir l'article, il y a une fiche. Pour éviter les problèmes liés aux contrefaçons, mieux vaudra acheter des câbles et des adaptateurs fabriqués et vendus par des sociétés bien connues comme Anker, Belkin, Amazon Basic, etc. On en trouve à tous les prix. Google Podcast va fermer ses portes. Et oui, un autre produit de Google dans la poubelle. Si vous utilisez Google Podcast, préparez-vous à lui faire vos adieux. Google prévoit de fermer l'application dans le courant de l'année prochaine. Lancé pour la première fois sur Android en 2018, Google Podcast permettait aux utilisateurs d'écouter gratuitement une bibliothèque de podcasts tout en recevant des recommandations personnalisées. En 2020, Google a déployé une refonte de l'application. Il a finalement porté sur iOS. Le service est également disponible sur le web, Windows et macOS. L'application de podcasting rejoindra donc le nombre croissant de produits que Google a supprimés au fil des ans. L'entreprise prépare actuellement le terrain pour permettre aux utilisateurs de Google Podcast de migrer vers la plateforme YouTube Music avant que l'arrêt ne se produise. Et je cite, « Pour les utilisateurs, cela signifie un outil de migration simple et la possibilité d'ajouter des flux RSS de podcasts à leur bibliothèque YouTube Music, y compris des émissions qui ne sont pas actuellement hébergées par YouTube, explique Google. Mieux encore, Google indique qu'il vous permettra de télécharger un fichier OPML de vos abonnements, ce qui vous permettra de passer à une autre plateforme si vous ne souhaitez pas utiliser YouTube Music. Par exemple, un client de podcast, Pocket Cast, Overcast, il y en a plusieurs. Et je cite, « Nous savons que cette transition prendra du temps, mais ces efforts nous permettront de construire un produit extraordinaire et une destination unique qui récompensera les créateurs et les artistes et offrira aux fans une meilleure expérience de podcast », explique l'entreprise. Et je cite encore, « Pour l'instant, rien ne change et les fans continueront d'avoir accès à YouTube, YouTube Music et Google Podcast. Nous nous engageons à faire preuve de transparence dans la communication des changements à venir à nos utilisateurs et nos podcasteurs. Nous aurons plus d'informations à partager sur ce processus dans les mois à venir. » Pour rappel, en début d'année, Google a annoncé son intention d'intégrer les podcasts à l'application YouTube Music aux États-Unis. Il est déployé dans le monde entier avant la fin de l'année. La nouvelle n'est donc probablement pas une surprise pour beaucoup. En outre, Google affirme que d'ailleurs 23% des utilisateurs américains utilisent YouTube pour des podcasts hebdomadaires contre seulement 4% pour Google Podcast. Facebook permet désormais de créer jusqu'à 4 comptes additionnels. Meta a annoncé que les utilisateurs Facebook pouvaient désormais créer plusieurs profils. L'entreprise vous permet d'ajouter un pseudonyme sur un maximum de 4 profils personnels supplémentaires liés à votre compte principal. Une fois un nouvel alias créé, vous n'avez pas besoin de vous déconnecter et vous reconnecter pour passer d'un à l'autre. Facebook avait commencé à tester cette fonctionnalité en juillet. Je l'avais testé d'ailleurs, je n'avais entendu parler. Malheureusement, au Canada, ça avait été enlevé. Le géant suggère des profils pour votre vie
personnel, votre vie professionnelle et vos centres d'intérêt ou communautés que vous voudriez séparer de votre compte principal. Génial. Et j'cite que vous soyez nouveau sur Facebook ou utilisateur de longue date, vous pourriez vouloir garder vos relations personnelles et professionnelles séparées. Vous pourriez vouloir garder un profil lié à une communauté dont vous faites partie, un autre profil juste pour vos amis, écrivait Meta dans son annonce. Et je les cite encore, créer de multiples profils personnels vous permet d'organiser facilement les utilisateurs à qui vous partagez et ce que vous voyez selon les différents aspects de votre vie. Meta explique que chaque profil a son propre fil d'actualité avec du contenu pertinent basé uniquement sur les centres d'intérêt de ce profil. L'entreprise indique que le succès d'Instagram avec une fonctionnalité similaire a inspiré cette initiative. Et le test bêta de la fonctionnalité a appris à Facebook que nombre d'utilisateurs apprécient une organisation plus claire de leurs amis, groupes et centres d'intérêt pour trouver le public qui, selon eux, est le plus pertinent. Alors, chaque nouveau profil démarrera avec les paramètres de confidentialité et de notification par défaut de Facebook. À vous de les changer manuellement. De plus, votre compte Facebook principal n'indiquera pas que vous avez des profils supplémentaires. Cette fonctionnalité a aussi quelques restrictions. Tout d'abord, Dating Marketplace Professional Mode et les paiements ne seront pas disponibles sur vos profils secondaires au lancement. De plus, la messagerie pour ces derniers ne sera disponible que sur l'app Facebook et sur le web. Les profils supplémentaires dans Messenger arriveront dans les prochains mois. Enfin, seuls les comptes adultes éligibles peuvent créer de nouveaux profils. Et souvenez-vous, ces nouveaux profils restent soumis aux règles d'utilisation de Facebook, notamment en ce qui concerne l'âge ou la localisation. Le déploiement de cette fonctionnalité se fait de manière progressive et devrait durer plusieurs mois. Threads, il sera bientôt possible de supprimer son compte sans quitter Instagram. Il faut rappeler que Threads n'est pas tout à fait une nouveauté. Avant d'être lancé en tant que réseau social à part entière, il a été pendant longtemps une fonctionnalité d'Instagram. Toutefois, avant de le lancer, Meta n'a pas eu la présence d'esprit de couper définitivement le cordon ombilical entre les deux plateformes sociales. Ce qui fait donc qu'il a été possible pour les possesseurs d'un compte d'Instagram de disposer rapidement d'un compte Threads en un seul clic. Même si cette option facilite la tâche aux abonnés du réseau social de partage de médias appartenant à Meta, elle a eu le malheur de lier les deux comptes. De fait, il est impossible de supprimer sa présence sur Threads sans en faire de même sur Instagram. Une situation pour laquelle la multinationale appartenant à Mark Zuckerberg, bonjour M. Zuckerberg, semble vouloir apporter enfin une solution. Ainsi, selon TechCrunch, il sera possible de supprimer séparément les deux comptes, Threads et Instagram, avant la fin de l'année. La fonctionnalité devant permettre cela devait arriver au cours du mois de décembre. En attendant, les utilisateurs de Threads qui souhaitent ne plus être présents sur la nouvelle plateforme sociale sont obligés de désactiver de manière temporaire leur compte ou de le rendre privé. Pour le moment, il s'agit des deux seuls moyens d'arrêter d'exister sur le nouveau réseau social de Meta tout en gardant son compte Instagram. Par ailleurs, il faut rappeler que l'avènement de la nouvelle fonctionnalité de suppression séparée pourrait être une menace pour les plans de Threads. Selon les données d'Inside Intelligence qui ont été rapportées par CNBC, Threads affichera 23,7 millions d'utilisateurs actifs aux États-Unis à la fin de l'année. Un nombre qui pourrait baisser dès que la nouvelle fonctionnalité sera disponible. Pendant ce temps, X, anciennement Twitter, devrait disposer de près de 56,1 millions d'utilisateurs actifs dans le pays de l'oncle Sam dans la même période, à peu près le double. Le salut de Threads pourrait finalement provenir du marché européen. Jusqu'à présent, la nouvelle application n'est toujours pas disponible dans l'Union européenne à cause des normes de conformité strictes en matière de protection de la vie privée qui sont en vigueur. À défaut de renverser la vapeur aux États-Unis, le réseau social pourrait s'appuyer sur l'Europe pour dépasser X sur le plan mondial. X ferme encore une fonction. Sans tambour ni trompette, le réseau social X, ex-Twitter, je ne sais pas combien de temps on va continuer à dire ex-Twitter, va mettre un coup d'arrêt au cercle, une fonctionnalité apparue à l'été 2022, mais qui n'a de toute évidence pas convaincu. C'est ce qu'une page web sur le réseau social annonce, signale TechCrunch.
TechCrunch dans son édition du 22 septembre. Le rideau tombera le 31 octobre 2023 précisément. Et je cite, « À partir du 31 octobre 2023, les cercles seront obsolètes. Après cette date, vous ne pourrez plus créer de nouveaux posts, publications limitées à votre cercle, ni ajouter des personnes à votre cercle. Vous pourrez par contre supprimer des personnes de votre cercle en vous désabonnant. » Lit-on dans le message qui présente au passage la manipulation à exécuter. Les cercles avaient l'ambition de fournir une expérience similaire aux amis proches sur Instagram. En publiant un tweet associé à un cercle, il ne pouvait être lu que par les personnes membres de ce groupe. En test depuis mai 2022, la fonctionnalité avait été officialisée le 30 août. À l'époque, selon Twitter, la réaction du public à cercle a été extrêmement positive. Mais tout ça, c'était avant l'arrivée de M. Musk dans l'équation. Après l'acquisition du réseau social, le chef d'entreprise en devient le patron et lance un chantier pour le transformer en profondeur. Concernant la fonctionnalité cercle, Elon Musk a dit le 8 juillet que X supprime les cercles au profit de communautés améliorées et d'un chat de groupe par messagerie privée. Les cercles étaient accessibles via l'application mobile sur Android et sur iOS, ainsi que la version web du réseau social. Jusqu'à 150 personnes pouvaient figurer dans un cercle. La liste des membres pouvait être modifiée à tout moment. Il était possible d'ajouter ou de supprimer n'importe qui sans leur dire. C'était vraiment un outil de classement personnel. Il fallait sélectionner l'option adéquate dans la zone d'écriture de son tweet. On avait le choix entre tout le monde et cercle. En cliquant sur le bouton « Éditer », on pouvait ensuite trouver une option pour remplir cette liste. Seuls les membres du cercle pouvaient vous répondre, car ils étaient les seuls à voir vos messages. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. « 200 satellites Starlink disparus en 2 mois. Le projet Starlink est sans conteste l'un des fers de lance de SpaceX. Et pour cause, celui-ci est d'envergure, offrir un accès à Internet en haut débit à l'aide de dizaines de milliers de satellites lancés en orbite basse autour de la Terre. L'objectif est que les zones géographiques souffrant d'une mauvaise connexion au réseau puissent bénéficier du web de manière satisfaisante. Alors que la société vient de lancer ses satellites les plus évolués au mois de mars, les Starlink V2, d'autres disparaissent mystérieusement. Depuis 3 ans, les données montrent en effet que SpaceX perd des satellites et c'est une tendance qui est en hausse. Cependant, cette fois-ci, c'est un pic de disparition très marqué qui a eu lieu entre le 18 juillet et le 18 septembre. Il se trouve que certains spécialistes du domaine doutent sérieusement de la véracité de ces statistiques, notamment celles que l'on peut suivre en direct sur des sites comme Satellite Map. Cependant, des chiffres issus de sources publiques comme spacetrack.org viennent confirmer ces faits. Pour l'instant, SpaceX ne s'est pas exprimé à propos de ces disparitions. Difficile d'évaluer si celles-ci faisaient partie des pertes acceptables du projet Starlink ou si elles sont le résultat de défaillances techniques. Les satellites de la constellation de Starlink ne sont évidemment pas conçus pour durer éternellement. SpaceX envisage que ceux-ci se maintiennent en orbite pour une durée de 5 ans environ, pour ensuite se désintégrer naturellement, c'est naturel, dans l'atmosphère terrestre. Depuis le premier lancement qui a eu lieu en 2019, ce sont plus de 5000 satellites qui ont été lancés. Sur la totalité, 4500 sont toujours fonctionnels. Un autre facteur autre qu'une potentielle défaillance technologique doit être considéré. L'action du Soleil et notamment sa propension à générer des orages électromagnétiques qui perturbent les appareils électroniques. Les satellites y sont extrêmement sensibles. Cet été, notre astre a été particulièrement actif. Les tempêtes solaires qui en ont émané ont été très intenses. Une partie de la réponse réside peut-être ici. L'an dernier, déjà, Starlink avait annoncé officiellement une perte de 40 satellites en raison de vents solaires assez violents. Il est possible que cette nouvelle série de disparitions soit due aux mêmes raisons. SpaceX clarifiera certainement la situation dans les semaines à venir, mais pour l'instant, le mystère reste entier. TikTok va-t-il devenir le Google de la génération Z?
Si vous pensez que la popularité de TikTok auprès des jeunes ne menace que YouTube, eh bien, vous vous trompez. En effet, pour Google, ce réseau social pourrait également menacer les produits comme Google Maps, ainsi que son produit phare Google Search. Cela a été révélé par un responsable l'année dernière. Cependant, il semblerait qu'aujourd'hui, Google et TikTok pourraient collaborer en intégrant le moteur de recherche directement dans la recherche du réseau social. La menace de TikTok avait été évoquée par Prabhakar Raghavan, vice-président senior chez Google en juillet 2022. Celui-ci avait évoqué une étude indiquant que pour près de 40% des jeunes, lorsqu'ils recherchent un endroit pour déjeuner, ils vont sur TikTok ou Instagram au lieu d'aller sur Google Maps ou Google Search. Une information qui a été confirmée par la firme et qui provient d'un sondage réalisé aux États-Unis auprès des utilisateurs âgés de 18 à 24 ans. Cependant, il semblerait qu'au lieu de chercher à concurrencer Google en développant son propre moteur de recherche, TikTok explore l'idée d'entrer en partenariat avec le moteur de recherche. Pour le moment, rien n'est officiel et la prudence est donc de mise. Mais selon une publication relayée par Matt Navarra sur X, TikTok teste actuellement une intégration des résultats de recherche Google sur son onglet Recherche. Il serait logique que la firme de Mountain View cherche à positionner son moteur de recherche là où les utilisateurs en ont besoin. Pour rappel, Google verse des sommes astronomiques à des organisations comme Apple ou Mozilla pour que son moteur de recherche soit le moteur de recherche par défaut de leur navigateur. Sinon, en ce qui concerne YouTube, Google a réussi à endiguer la menace TikTok. La plateforme vidéo propose déjà un format similaire à celui de TikTok. C'est des vidéos courtes qui défilent verticalement sur YouTube Shorts. Et celui-ci ne cesse de gagner en popularité. Selon les derniers chiffres officiels, les shorts comptent aujourd'hui plus de 2 milliards d'utilisateurs mensuels. Les shorts seraient tellement populaires qu'ils menacent désormais le format principal de YouTube, les vidéos longues. Mastodon 4.2, la recherche complète. Mastodon a reçu une mise à jour majeure avec la version 4.2.0. Ce logiciel qui permet de créer une instance fédérée sur le fait divers adopte enfin une recherche complète de tous les messages publiés localement. Jusque-là, la fonctionnalité de recherche était étonnamment limitée et elle ne permettait pas de retrouver ses propres messages à partir du texte qu'ils contiennent. Cette nouvelle version vient corriger cet oubli, mais Mastodon adopte une approche conservatrice en matière de vie privée. Par défaut, les messages des utilisateurs ne sont pas indexés par l'instance. Ils ne peuvent ainsi pas être retrouvés via le moteur de recherche. Ceux qui le souhaitent doivent activer l'indexation complète de leur publication, une option à retrouver dans les paramètres vie privée et visibilité du profil directement sur le site de l'instance. Bien entendu, il faut bénéficier d'une instance avec la version 4.2.0 au minimum, avec un moteur Elasticsearch installé pour que les contenus soient correctement indexés. Une fois la case cochée et le temps que le serveur indexe les messages publics publiés, ils seront accessibles via le moteur de recherche. L'interface web de Mastodon 4.2 améliore au passage son moteur de recherche, notamment pour offrir des outils avancés et filtrer les résultats par nom d'utilisateur. Exemple, il y a une option From 2. Tu peux dire aussi par date, Before 2. During et After 2. qui sont disponibles. Tu peux aussi chercher par langue ou encore en fonction du contenu, pour ne garder que les messages avec une image, photo, vidéo, par exemple. C'est assez puissant. Cet ajout est bienvenu pour simplifier l'accès au contenu stocké sur Mastodon. La nature décentralisée du réseau social empêchera toujours de retrouver un message aussi facilement que sur ses concurrents commerciaux, mais ça sera un bon outil notamment pour les plus grandes instances. La recherche était jusque-là compliquée, voire impossible, sauf à passer par un moteur de recherche tiers. C'est loin d'être la seule nouveauté de Mastodon 4.2 qui s'attache à améliorer le quotidien des utilisateurs de multiples manières, mais notamment en guidant davantage les nouveaux venus lors de la création d'un compte. Autre point d'amélioration, l'expérience lorsque l'on veut interagir avec un message sur une autre instance que la sienne a été retravaillée. Jusque-là,
cela, Mastodon affichait une boîte de dialogue expliquant qu'il fallait soit se connecter sur l'instance en cours, soit copier un lien sur sa propre instance pour retrouver le message et interagir comme prévu. Avec la nouvelle version, un moteur de recherche permet de retrouver son instance et ouvrir le message directement dessus. Bonus supplémentaire, le navigateur retient le nom de domaine de l'instance et la sélectionne par défaut pour les fois suivantes. Si bien qu'il suffit de confirmer d'un clic. Les clients tiers, là encore, simplifient considérablement l'expérience, mais cette nouvelle interface devrait rassurer ceux qui découvrent. Signal adapte son chiffrement. Pour assurer le chiffrement de bout en bout des communications privées échangées quotidiennement par des millions de personnes dans le monde utilisant son service de messagerie, Signal repose sur un protocole disposant d'un ensemble de spécifications cryptographiques particulières. Si le système fonctionne très bien actuellement, eh bien la société pense à demain, et en particulier aux efforts des pirates pour casser son chiffrement. Dans cette optique, Signal annonce travailler sur la résistance quantique pour son protocole de sécurité. Et je cite, « Il s'agit d'une mise à jour de la spécification X3DH que nous appelons PQXDH. Avec cette actualisation, nous ajoutons une couche de protection contre la menace d'un système quantique construit à l'avenir et suffisamment puissant pour briser les normes de chiffrement actuelles, explique Signal. À la base de la mise à jour du protocole se trouve la capacité à calculer un secret partagé, à savoir des données connues uniquement des parties impliquées dans une session de communication privée en utilisant à la fois le protocole d'accord de clé à courbe elliptique X255-19, vous comprenez tout ça, et le mécanisme d'encapsulation de clés post-quantiques Crystal S. Kyber. Oh là là! Et je cite, « Nous combinons ensuite ces deux secrets partagés de sorte que tout attaquant doit casser à la fois le X255-19 et le Crystal S. Kyber pour calculer le même secret partagé, fait savoir Signal. » Ce récent protocole est d'ores et déjà pris en charge dans les dernières versions des applications clientes de Signal et est utilisé pour les discussions initiées après que les deux interlocuteurs se servent de cette dernière version. Une fois que tous les utilisateurs auront mis à jour leur application, aucun délai n'est avancé. L'éditeur prévoit de désactiver ainsi l'ancien protocole X3DH pour les prochains chats et exigera le nouveau PQXDH pour tous les nouveaux. Et je cite, « Parallèlement, nous déploierons des mises à jour logicielles pour faire passer les chats existants à ce dernier protocole. » Note Signal, l'éditeur n'est cependant pas dupe sur la solidité de son protocole et prévoit aussi de futures mises à jour pour contrer la menace de prochains systèmes quantiques qui, à l'heure actuelle, ils ne courent vraiment pas encore les rues. Ils sont loin d'être à ce stade dans les mains de cyberpirates. Amazon Prime Video augmente ses prix. Et un autre. Les fournisseurs de plateformes de streaming cherchent un moyen de financer leurs services tout en compensant la hausse des prix du marché, en s'adaptant à un nouveau public, mais aussi en équilibrant les fluctuations du nombre d'abonnements. Amazon ne fait pas partie des mieux lotis, mais vient de trouver une solution pour rester hors de l'eau. En 2024, tous les abonnements accueilleront des publicités pour le même prix sur la facture. Contrairement à Netflix ou encore Disney+, Amazon ne peut pas proposer d'abonnement moins cher en échange des publicités puisque la firme ne facture son service que dans un package complet. Les abonnés ne sont pas sans savoir que Prime Video est accessible uniquement via l'abonnement général Amazon Prime, qui contient aussi des accès à Prime Gaming, Prime Reading ou encore à la livraison en un jour sur la boutique Amazon, entre autres avantages. Pour compenser cet aspect propre à la marque, les publicités arriveront donc sans diminution de coût chez tous les abonnés, sauf ceux qui mettront la main au porte-monnaie. En effet, Amazon nous donne un moyen de contourner l'arrivée des réclames. Payer un supplément mensuel à l'abonnement à partir de 2024. Il sera donc possible de regarder ses contenus Prime Video sans publicité, moyennant 3 € par mois de plus. À peu près 4 $ canadiens. Le public français ne verra pas sa sentence tomber dans l'immédiat. Amazon annonce que les premiers pays concernés par la hausse de l'abonnement sont les États-Unis, le Canada, mais aussi le Royaume-Uni et l'Allemagne.
et ce dès début 2024. Amazon aura un premier pied en Europe avec la France, l'Italie ou encore l'Espagne qui suivront quelques mois plus tard. Alors il nous reste encore à savoir quelle quantité de publicité sera ajoutée au service. On ne sait pas encore combien de minutes par heure seront concernées, ni même si les réclames couperont les programmes les plus longs. Pour le moment, votre abonnement Amazon Prime est toujours au même prix et sans publicité à peu près 7 € par mois ou 70 € par année. Profitons donc de ces avantages avant qu'ils ne changent. Spotify. Comprendre des podcasts du monde entier. Spotify annonce un partenariat avec OpenAI qui devrait faire le bonheur des créateurs de podcasts. Pour les aider à toucher plus d'auditeurs où qu'ils se trouvent dans le monde, Spotify va leur permettre de traduire leurs épisodes dans d'autres langues. La plateforme peut notamment compter sur Whisper, un outil de transcription vocale développé par OpenAI. Mais écouter un podcast récité par une voix robotique comme celle de Google Traduction ne fait pas rêver. C'est pour cette raison que Spotify va un peu plus loin. Cette nouvelle fonctionnalité intitulée Voice Translator sera aussi capable de cloner la voix des podcasteurs. Outre une traduction en diverses langues, Spotify entend donc synthétiser la voix du créateur de podcast afin d'offrir une expérience d'écoute plus authentique. Actuellement, la plateforme s'est associée à une poignée de podcasteurs anglophones pour traduire leurs émissions en espagnol dans un premier temps. Viendront ensuite les versions françaises et allemandes dans les prochaines semaines. Quelques épisodes traduits ont ainsi déjà fleuri sur Spotify et pour de premiers essais, c'est assez impressionnant. Le vice-président de la personnalisation chez Spotify est enthousiaste à l'idée de développer cette nouvelle fonctionnalité. Et je le cite, en faisant concorder la propre voix du créateur, Voice Translation donne aux auditeurs du monde entier le pouvoir de découvrir et d'être inspirés par de nouveaux podcasteurs d'une manière plus authentique que jamais, explique Ziad Sultan. Pour l'instant, Voice Translation est en phase de test pour un petit groupe de créateurs anglophones et nous sommes loin de connaître l'avenir de cette nouvelle fonctionnalité. Mais dans un futur plus ou moins proche, elle pourrait bien s'immiscer dans notre quotidien. Pourquoi ne pas profiter un jour d'un épisode d'un podcast japonais ou portugais et tout comprendre? Une technologie capable de déplacer les objets à distance. Cela sonne un peu comme de la science-fiction, écrit ici, mais c'est bel et bien vrai. C'est le média South China Morning Post qui a relié cette information. Des scientifiques chinois sont parvenus à cet exploit en concevant une machine capable de mouvoir les objets sans les toucher grâce à l'action de champs électromagnétiques. Une trouvaille qui nous vient tout droit du travail d'une équipe de l'Université de technologie de défense du pays. Selon la description, ce dispositif prend la forme d'un canon coaxial, plusieurs canons disposés autour d'un axe commun, qui génère des ondes de gaz chaud chargées en électrons. Une fois émis du canon, ce gaz prend la forme d'anneaux de plasma, dotés d'une charge magnétique puissante. Ces anneaux, lorsqu'ils sont projetés sur des objets, se déchargent et viennent perturber le champ magnétique de la cible. Lorsque les deux champs magnétiques se confrontent, celui de l'objet ciblé se fige. La force magnétique ainsi créée autour de lui permet ensuite de le déplacer à loisir. C'est plutôt impressionnant. Si cette technologie a été investie par cette université, ce n'est évidemment pas uniquement pour faire joujou avec des stylos dans une salle de cours. Elle pourrait très bien trouver différentes applications, principalement dans le domaine spatial. Elle représenterait un avantage significatif pour déplacer des satellites en orbite, par exemple. La manœuvre aujourd'hui est possible, mais complexe car elle nécessite l'utilisation de bras robotisés. Très sensibles et souvent à l'origine d'incidents, utiliser des ondes magnétiques à la place serait plus sûr. La correction de la trajectoire de satellites ou la livraison d'objets dans l'espace pourrait très bien bénéficier de cette innovation. Pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. Il faudrait déjà que la machine sorte de son stade prototype pour qu'on soit sûr que cette technologie soit viable. Nous sommes encore loin de Star Wars et des Jedi qui déplacent les objets par la pensée, mais nous ne savons pas ce que le futur nous réserve.
Alors j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Si vous avez des suggestions d'actualité, des commentaires, vous voulez m'envoyer un message audio ou simplement me payer un café, eh bien c'est très simple. Vous trouverez tous les liens sur www.audiophile.com. Il y a même une section nommée Docu, le rendez-vous tech d'Audiophile intégral avec l'ensemble des références web ou liens URL. Et je vous remercie de m'avoir prêté vos oreilles pendant l'écoute de cet épisode. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on a 2 bonnes raisons de rester de bonne humeur. Vous me voyez venir. Hein? La première bonne raison, c'est que la semaine prochaine, je vais parler d'un nouveau microphone pour les gens qui adorent l'audio, un nouveau microphone classique de Shure, le nouveau SM7DB avec plus de puissance. Ça va être intéressant. Et la deuxième raison de rester de bonne humeur, c'est quoi, vous le savez, hein? Parce qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. Hey, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde!